L'année 1934 tirait à sa fin et Zélika à Cochon Vert jubilait de voir enfin arriver le jour de son mariage. Son fiancé, Otto de la Veuve, était rentré des États depuis quelque temps. Il n'y retournerait plus, mais resterait désormais avec elle à la fourche des Deux-Rivières. Otto lui avait rapporté une bague ornée d'un bien modeste diamant qu'elle s'imaginait gros comme une poignée de porte. « La reine d'Angleterre en serait jalouse », qu'elle répétait à ses sœurs. Zélika était aux petits oiseaux. Ce n'était pas le cas de la mère. Alors que toute la chrétienté se préparait à la venue du Messie dans la sérénité et le plus grand recueillement, la mère Cochon Vert menait un train d'enfer en vue de marier sa fille le jour de Noël même. Il ne restait plus que 48 heures avant le grand événement, le grand débarras, qu'elle appelait ça. Tel un commandant de grosse artillerie en plein champ de bataille, elle dirigeait une vingtaine d'opérations à la fois, criant des ordres à tue-tête à son bataillon d'enfants insubordonnés, dans l'espoir de se faire entendre, plutôt que dans celui de se faire écouter. « Que du saint bon Dieu Isidore, vociférait-elle au plus jeune, débarque du poêle, tu vas te brûler le derrière. Onésime, forme la porte. Il fait un vent du nord à décorner les bœufs dans cette cuisine. Toi, Félicien, serre les ciseaux. Tu vas éborgner ta sœur. Mais qu'est-ce que tu viens de faire, Astur? Ben, il vient d'y couper la couette, rac au chignon, puis la v'là cagouette en dessus de poule. Ah, Joséphine, habille-moi les seins plus jeunes, puis jette ça dehors, que ça aille se calmer dans les roulis de neige. Puis vous deux, les bessounes, allez écrire votre père dans la grange, puis dites-y de venir m'aider. Que du saint bon Dieu, si je crus aller sur le job, j'irais plus à mon aise qu'ici. Il est vrai que Zélika était ravie de se marier. Cependant, elle ne voyait pas qu'il y ait grand besoin de faire croire à la paroisse que les cochons verts pétaient dans la soie. Les paroissiens se diraient, une fois de plus, que la mère Cochon Vert pétait plus haut qu'elle n'avait le croupillon, et voilà tout. Un simple service dans une chapelle lui aurait suffi amplement. Comme ça, elle aurait pu porter sa robe d'indienne et s'épargner les mortifications qu'on lui imposait depuis quelques heures. Mais non. La mère Cochon Vert avait résolu de donner sa fille en mariage, aussi bien dire en spectacle, affublée de la robe de noces de la grand-mère, une robe de satin blanc qui avait engraissé plus d'une mythe et qui tournait aujourd'hui à un jaune maladif. Et pour revêtir cet article sorti du musée des horreurs, il fallait porter un corset. Et pour sortir en public, enharnaché d'un étau qui vous coupe la respiration, vous étrangle la taille et vous sort les yeux de la tête, ne faut-il pas d'abord vous y être habitué? Or, pour bien habituer sa fille à ce supplice, il y avait déjà quelques heures que la mère Cochon Vert avait employé toutes ses forces à la lasser dans un corset emprunté à la voisine, si bien que Zélika en avait le visage bleu et se demandait sérieusement si elle devait succomber, oui ou non, à la tentation de s'évanouir. « Cré du saint bon Dieu, Zélika, passe par ici. Tu m'as l'air mal arrimé là-dedans. J'aurais cru que la femme à Eustache à Octave nous allait prêter le corset qu'apporte le dimanche à la place de ce gréement sorti de l'arche à Noé. Là, endure encore un quart d'heure, puis prends bien garde de perdre connaissance. Ça t'apprendra de te laisser venir grouse comme un moine. » Zélika ne se sentait pas la force de répondre. Elle était condamnée à souffrir en silence. C'est le moment qu'avait choisi d'entrer dans la cuisine le chef de famille, Ovide Cochon Vert. Il était chef que de nom, car la véritable souveraine de Séan, c'était la mère Cochon Vert qui exerçait un pouvoir absolu sur tout ce qui l'entourait depuis le mari qu'elle avait relégué, cela faisait longtemps, au rang de ses acquisitions, jusqu'aux souris qu'elle bottait dehors avec agilité. Au dernier inventaire, elle dénombrait ses possessions comme suit. Un mari imbécile et sourd comme un pot, 9 enfants ensorcelés, une maison délabrée, un ameublement rustique et ruiné, 3 granges irréparables, 2 chevaux indisciplinés, 4 vaches à sec, 2 cochons malfaisants, 12 poules couveuses et 7 arpents de terre glaise. « Ah, vous v'là, Marie-Victoire puis Marie-Grégoire. Emmenez-moi votre père dans la cave, embouteiller la bière. Zélika, viens ici que je te débarrasse de ce corset de fer. Habille-toi,
Faut que je passion sur le curé et faire les derniers arrangements. Joséphine, dépêche-toi de finir tes bouquets de fleurs en papier crêpé. La mariée aura pauvre mine si elle arrive à l'église les mains vides. Ça y prend des fleurs. Je voulons pas passer pour des esclaves. Après, tu montres chercher les rideaux de ma chambre à coucher pour voir s'il n'y a pas de jeu moyen d'y faire un well pour le mariage. Zélika a vite fait d'atteler la jument grise à la carriole et de gagner le presbytère. La mère Cochon Vert a ouvert la porte du curé sans frapper. Dans un battement de pied résolu, elle a réussi à ébranler la maison du Saint-Homme de fond en comble et à bombarder la soutane du vicaire des mottes de neige dont elle était recouverte. « Salut mon père, salut le vicaire !» qu'elle fit aux deux ecclésiastiques sans plus de façon, puis elle enfonça Zélika dans un fauteuil et s'assit dans l'autre. « C'était pour le mariage de ma fille, si vous aviez le temps. » Mes hommages, madame, mademoiselle, et mes plus vives félicitations. Vous savez, nous désespérions de voir votre fille s'abandonner seule aux caprices du grand courant tempétueux de la vie. Cela nous fait chaud au cœur de la voir prendre époux. Cependant, nous sommes un peu désolés, mon vicaire et moi, que votre fille ne se soit pas prévalue des cours de préparation au mariage qu'assure notre savant vicaire. Ah oui, c'est moi qui les donne, c'est moi qui les offre. Ah oui. Nous avons un succès fou avec nos cours de préparation au mariage. Un succès fou. On s'y amuse beaucoup. Et les jeunes y viennent en grand nombre et s'y donnent à cœur joie. Il y en vient même qui n'ont nullement l'intention de se marier. On s'y amuse beaucoup. J'avais jugé, ma fille puis moi, qu'elle était déjà préparée, si vous savez ce que je veux dire. En effet, votre fille nous semble avoir levé l'ancre et déployé ses voiles bien avant la bénédiction du vicaire. Mais laissons ce sujet fâcheux, car le pardon du plus puissant des capitaines est bien plus vaste que tous les péchés du monde. Ma mère, veux-tu gager que non? Te chuchotait Zélika. Je n'ai pas à vous dire, ma chère dame, que pour nous, la vie conjugale, c'est un dialogue entre le navire et son capitaine. Le navire, c'est l'épouse, le capitaine de bord, c'est l'époux. Ah oui, c'est cela. En effet, c'est très cela. La comparaison est bien trouvée. Le mari embarqué, quoi. C'est très correct. Le capitaine mettra son navire sur le cap des îles paradisiaques et son navire lui obéira. Ben oui, c'est comme je dis si souvent à mon homme Ovide, mets ta cape puis je te suis. À propos, madame, l'obéissance que doit une épouse à son mari est le grand principe sur lequel repose toute union solide. Si vous nous permettez une observation, il nous semble, madame, que vous auriez intérêt à vous montrer plus soumise à l'homme admirable qui partage votre lit. Ovide serait un homme de service s'il n'était pas têtu comme un âne, triste comme un sarcheuil, laid comme un singe, en plus d'être sourd, puis maussade comme un pot de melasse. Ça passe l'hiver à bûcher dans le bois, puis l'été dans la grange. C'est à peine si j'y ai vu la tête depuis notre soirée de noces. Qu'il nous soit permis de remarquer, madame, que votre mari vous a fait l'honneur de 9 enfants. Si j'en ai 9, c'est que j'ai fait mon devoir. Et le capitaine, comme vous dites, s'embarquait à tous les temps en temps. Excusez-moi, je suis venu vous parler du mariage de ma fille, pas du mien. À cette heure, venez que je vous paye. Je voulais un mariage hors du commun, avec 2 prêtres puis des chansons de Noël. Venez divin Messie pour ma fille, Silent Night pour moi, puis Jingle Bells pour les enfants. À cette heure, bonjour la bonne année, puis je vous reverrai à l'église. Et poussant sa fille vers la porte, elle est sortie sans donner le temps à qui que ce soit de desserrer la mâchoire. Une fois montée dans la carriole, elle gueulait. « Zélika, as-tu vu ça à cette heure? Venir m'attaquer, moi, que le meilleur mariage de la paroisse. Les frontés va. Souviens-toi de mes conseils. Un homme faut chanter ça de haut.
Faut pas que ça passe son temps sous pied dans la maison à bailler des ordres. Oublie pas. Espère pas trop longtemps avec mettre le holà. À cette heure, pourrais-tu bailler du cordeau à ce jument emporté que je regagnions le logis avant le jugement dernier? J'avons de l'ouvrage à faire. Si jamais j'arrive à nous débarrasser de ce sacré mariage, je me couche puis je grouille pas du lit de l'hiver. Ma grande foi de Dieu. Ce matin de Noël, la mère Cochon Vert a disparu de la maison de bonne heure. Il fallait qu'elle aille emprunter des ustensiles de cuisine chez sa voisine maladive, car la mère avait invité tout le village à une réception qu'elle donnait chez elle le soir même, à l'occasion du mariage de sa fille, Zélika Cochon Vert, à Auto-de-la-Veuve, Coureux-Tawey. Comme d'habitude, elle s'était promis de ne passer qu'un moment chez sa morbide consoeur. Mais cette fois, elle s'est attardée plus longtemps que prévu, car au lieu de se plaindre de sa santé, la voisine énervée avait commencé à caqueter comme une pie des bruits qui couraient dans le village sur les cochons verts en général et sur la mère Cochon Vert, sa fille Zélika et le fiancé Auto-de-la-Veuve en particulier. L'occasion était à saisir, car jamais une villageoise en possession de toutes ses facultés aurait osé avouer à la mère Cochon Vert que le dernier des mortels ait pu dire du mal d'elle ou des siens. Telle était la peur qu'elle inspirait. Il fallait que la voisine sente le besoin impérieux qu'on lui tienne compagnie, ou encore que la malheureuse commère souffre d'une fièvre délirante pour risquer d'éveiller la colère de la visiteuse irascible. La mère Cochon Vert s'est installée dans un fauteuil comme pour y passer un bon quart d'heure, se disant qu'elle avait tout de même mis de l'ordre dans sa maison la veille, et que la présence du père Cochon Vert suffirait à modérer les dérèglements des plus rebelles de sa couvée. Après tout, elle les avait laissés devant leur poêle de lard, de faillots et de crêpes. Comme ils avaient tous un appétit de loup, leur pas mangerait bien un peu de leur temps. La mère ne s'était jamais si bien fourré le doigt dans l'œil. Pendant qu'elle cuisinait la voisine, sa bande de loups avait trouvé le moyen de célébrer la matinée de Noël à sa façon. On avait oublié la consigne qu'elle avait donnée en passant la porte. « Vous mettrez vos hardes de dimanche ben tranquillement quand vous aurez fini de manger. Habillez-vous dans la cuisine pour pas attraper votre mort. » À peine a-t-il été sorti que Virgile, le moins malin des garnements, avait déjà versé sa tasse de lait bleu sur la tête de son frère. Ce dernier n'a pas hésité à lui rendre le compliment en lui beurrant un œil avec une crêpe. Et voilà la guerre déclarée. En un rien de temps, on s'était lancé des seaux d'eau qui allaient plus souvent éclabousser les murs que leur cible. Zélika, qui ne manquait pas d'imagination en tactique militaire, poêlait des crêpes que les jumelles envoyaient se coller à moitié cuites tantôt au plafond, tantôt aux fenêtres. Félicien, le plus maladroit de la troupe, celui que la mère appelait son morpion, venait de s'accrocher à une marmite de poutine râpée grise oubliée dans un coin de la pièce. Ô bonheur inespéré, ô miracle! Sortait la grosse artillerie. Le père Cochon Vert allait déconseiller cette nouvelle offensive à ses mutins, mais avant de pouvoir crier gare, son fils, Magloire le Terrible, l'avait déjà flanqué par terre et réduit au silence en lui expédiant adroitement une poutine dans le sifflet. La bataille commençait de plus belle. On se bombardait de poutine en poussant des hurlements de guerre à en soulever le toit. Se rendant compte qu'il devait subir la loi du nombre pour survivre et ne pouvant résister à la tentation de hurler avec ses loups, le père, au vide Cochon Vert, a eu la brillante idée de dépouiller tous les lits de la maison de leurs oreillers. Tout ravi de ces nouvelles munitions, notre bataillon a sauté sur l'occasion de se plumer dans une dernière confrontation. Voilà les plus jeunes montés sur la table en brandissant des oreillers qu'ils faisaient éclater à tour de bras sur la tête des plus grands. La mêlée battait son plein dans un tourbillon endiablé de plumes qui allait s'accrocher fermement à toute la maison, depuis les murs jusqu'au plancher. La mauvaise maisonnée poussait sa frasque à son paroxysme quand la mère Cochon Vert, soudain visitée comme d'une prémonition, a décidé de prendre congé de la voisine. Elle s'en venait en enfonçant dans la neige jusqu'au coude, d'une humeur encore plus massacrante que d'habitude.
Si les femmes du village parlant contre nous autres, c'est par jalousie, qu'elle grommelait en avançant résolument contre le vent. Ça gère de religion, ce monde-là. Y avant le droit de nous bailler tour si ça lui plaît. Ben, y avant pas le droit de le dire. Même pas cette vieille patraque de Wésine qui a perdu l'idée. Faudrait que ces blagues se rendent à Rome pour que le pape excommunie toute cette varmine mal engoulée. Allez prôner des menteries à cette heure. Allez dire que mes enfants sont brise-fer. Je dirais plutôt qu'ils sont de santé. J'en suis fier. C'est un plaisir de vivre dans une famille aussi aimable, aussi regardante puis paisible. J'en remercie le ciel, matin et soir. Elle prononçait cette dernière phrase en ouvrant la porte aidée d'une rafale de vent qui a vite fait de transformer le tourbillon de plumes en une épaisse nuée blanche. Pendant un instant, elle s'est imaginée l'hiver installé chez elle en permanence. « Crée du saint, bon Dieu, c'est pas possible, que c'est une punition !» Après avoir aperçu les restes de ses oreillers éventrés à ses pieds, et observé se déposer gentiment cette neige de plumes sur ses meubles gluants et sur son plancher inondé, elle foudroyait du regard sa meute de fêtards effarouchés qui grelottaient devant elle en caleçon d'hiver. On serrait les rangs, autant pour parer au courant d'air que pour se protéger du point inquiétant qu'elle montrait. Une armée aurait séjourné dans la cuisine sans faire autant de chambardements. La pièce ressemblait plus à un champ de bataille qu'à un salon d'habillage, et il ne faisait aucun doute que la mère Cochon-Vert avait perdu la guerre. Jusqu'au père Cochon-Vert, qui se tenait maintenant au garde-à-vous d'un air penaud, couvert de plumes de poule, dans son sous-vêtement collant trempé. « Toi, Ovide Cochon-Vert, espèce de face de drap jaune va. Si j'avais le temps, je te botterais le derrière à toi puis à ta marmoille de vaurien ensorcelé d'ici à la rivière. Puis ça serait trop faire plaisir aux bacheleuses de la paroisse. Ça fait que vous allez passer votre après-midi à la demeurance à plumer cette tête à poule. Puis s'il y en a un qui dessert la goule, j'y casse la mâchoire. Toi, Joséphine, tu croyais venir promener ton rhume dans l'église gréant dame d'honneur, hein? Puis vous deux, les bessounes, vous alliez vous escorer dans la grande allée grimée en fille suivante, hein? Puis toi, Ovide, Cordienne de tuer de vache, va. T'allais montrer ta face de singe à la paroisse cet après-midi, hein? T'allais bailler ta fourlaque de fille en mariage, hein? Ben, le prochain mariage que tu verras, ça sera le mien. Puis tu le verras de loin. Tu reprends le bois de soir, après la réception de noces. Et s'emparant d'une poutine brûlée qui avait collé au fond de la marmite, elle a franchi la pièce d'un bond et l'a écrabouillée avec enthousiasme sur le nez du mari effrayé. Puis, se frottant les mains en signe de satisfaction, elle a déclaré d'une voix qui vibrait de défi, « Il n'y aura pas de dame d'honneur au mariage parce qu'il n'y a pas d'honneur dans la famille. Les garçons suivants seront les seuls témoins, puis c'est moi qui va débarrasser la famille de Zélika parce que c'est moi qui va la bailler en mariage. Malheur au premier cochon vert qui trouve à redire ou qui manque à mes ordres. À cette heure, à l'ouvrage, bande de criminels, va. » Sans plus de cérémonie, elle a propulsé Zélika vers l'escalier d'en haut d'une paire de claques étourdissantes administrées dans la région des oreilles. « En avant la mariée! Faut aller se faire belle pour le prince charmant. Viens, que je t'arrime la citrouille. » La toilette de la mariée était d'une complexité que ni l'habilleuse agressive, ni le mannequin martyr n'avaient anticipé. Mais à force de lasser, de délasser et de relasser le corset, à force de pousser avec le coude, l'épaule, le genou et le pied, et de tirer en même temps avec les mains et les dents, la mère Cochon-Vert, s'aidant aussi de généreux coups de poing et d'invocations adressées indifféremment au ciel et à l'enfer, est finalement parvenue à faire pénétrer sa fille dans la robe de noces de la grand-mère. Toute encouragée de son tour de force, notre habilleuse a poursuivi l'exécution de son travail en coiffant Zélika d'un rideau pris à la fenêtre de la chambre à coucher. Et pour tenir ce voilage jaunâtre solidement en place, il a suffi d'enfoncer la tête de la mariée dans une calotte de fleurs en papier qui ne risquait pas de faire de jaloux. « À cette heure, Zélika, grouille pas, là, que je veille. Crée du saint, bon Dieu, c'est un chef-d'œuvre. Un poème, un véritable poème, comme qui disant.
Puis encore, espère voir une minute, là. Ça te prend chaque goutte de jus de bête sur les joues pour l'élégance, comme qu'ils disent en France. Puis une sachetée de farine dans la face, comme la reine d'Angleterre, tiens. V'là le pince-nez que la femme à Eustache à Octave m'a passé. Mets-toi ça dans la face pour te bailler de l'intelligence, puis entoure-toi le cou de ce nord rouge. Là, encore une petite sachetée de farine. Une vraie princesse, une carte de mode. Les sœurs du couvent n'aurions pas fait mieux. Astur, viens m'aider à atteler la jument que je gagne l'église avant que le fiancé change d'idée. Le père Cochon-Vert avait travaillé d'arrache-pied à dégraisser les murs de la cuisine jusqu'à ce que son épouse et Zélika empruntent le chemin d'église dans la carriole. Il avait attendu leur départ pour s'évader de la maison et s'en aller à son camp de bûcheron, car il aurait préféré 1000 fois signer un pacte avec le diable que de confronter sa femme et Zélika à leur retour de l'église. Chemin faisant, il ricanait tout seul. J'aimerais y voir la face quand elle va arriver à l'église puis que le prêtre va y dire que le mariage est rien que demain. J'ai essayé d'y dire, elle m'a pas baillé chance. Elle finissait pas de parler de Noël, puis de son mariage du jour de Noël, puis de sa réception du soir de Noël. Ça fait que j'ai pas pu y bailler la réplique du vicaire, puis du droit canon, comme il m'a dit quand j'ai fait les premiers arrangements avec lui. Pas de jeu moyen de faire un mariage le jour de Noël, qu'il m'a dit. Faut espérer le lendemain de Noël, avec le reste de la chrétienté. Je voudrais pas tomber dans les souliers du curé quand elle apprendra la nouvelle. C'est garanti qu'il va en péter un coup là. Pas trop sûr qu'il fasse pas péter la babine et tout. Oh, j'aimerais t'y pouvoir tomber petit oiseau devant l'église, droite à cette heure. L'après-midi de Noël tant attendu était arrivé. C'était l'heure de se rendre à l'église. Zélika à Cochon-Vert allait enfin y rejoindre son fiancé et l'y épouser. La mariée était dans la grange en train d'aider sa mère à atteler leur jument frileuse à la carriole. Le fait que son voile et la queue de sa robe de noces traînaient dans le fumier ne la dérangeait aucunement. Elle ne se laissait pas impressionner par l'habillement invraisemblable que sa mère l'obligeait à porter sous le prétexte qu'il fallait nécessairement rincer l'œil des villageois le jour de son mariage. Zélika n'avait que faire de toutes ces fanfreluches. Oh, elle était ravie de se marier. La preuve, c'était bien qu'elle avait consenti à le faire le jour de Noël et dans le décor fantastique que sa mère avait inventé. Elle se consolait cependant en s'imaginant les délices qu'allait lui procurer son tour de noces. Une semaine à Québec avec son mari autour de la veuve, l'homme qui lui avait promis la lune, l'homme qui allait lui enduire cette lune promise d'un miel ragoûtant. C'était là un régal qui valait bien quelques sacrifices. Une réprimande de la mère a coupé court à cette rêverie. « Zélika, veux-tu te dépêcher? C'est cet après-midi que tu te maries. Si tu continues à forter de même, je serai encore ici l'année qui vient. Tiens, monte à bord puis couvre-toi de cette peau de buffalo que je nous rendions à l'église avant de geler en vie puis de finir nos jours dans le cimetière. Il fait un fret à endormir les mouches jusqu'à la résurrection des morts, puis un vent à vous plâtrer la calotte du ciel de neige. » À moitié couchés dans leur carriole, la mère Cochon-Vert et sa fille se protégeaient tant bien que mal de cette journée inclémente en se cachant la tête sous leur couverture de poils. La jument Cochon-Vert était d'humeur lunatique ce jour-là. Refusant d'être sérieuse et de se soumettre aux ordres de la mère, elle préférait s'amuser dans la neige. Elle promenait la carriole à droite et à gauche et la faisait danser sur un patin et sur l'autre, sans trop se soucier du confort ou de la sécurité de ses passagères. De temps à autre, la mère Cochon-Vert sortait un long lait rouge de son abri pour sermonner sa bête indisciplinée. « Cotte gêne de jument folle! Écoute-moi bien, ma sacrée jument! Tu bailles des coups secs, puis tu nous bosses la tête. Puis qu'est-ce qui te prend des squisses de coriole à nous brasser les vives dans le corps comme si je venions d'avaler une purge? Ça va nous virer sans dessus-dessous, puis j'allons finir la fourche en l'air dans la neige. Si ça continue, je te mets à la porte, puis tu iras finir ta danse à la factory de colle. » La jument Cochon-Vert ne se laissait pas intimider par de simples menaces. Si on était mécontent de sa façon d'avancer,
On n'avait qu'à se rendre à l'église pédibus cum jambis. Il est vrai qu'elle n'avait jamais piloté d'équipage avec autant de fougue et d'abandon qu'en cet après-midi de Noël. Elle affichait autant d'arrogance à braver le vent qu'à défier les ordres de sa maîtresse. Puis elle secouait follement les tresses enrubannées de sa crinière grise et agitait effrontément son collier de cloches fêlées pour mieux attirer l'attention des villageois, à qui elle s'adressait dans sa parlure de bête excitée. « Regardez-moi faire! Vous trouvez pas ma contredanse joliment fringante aujourd'hui? C'est pas toutes les bourriques de mon âge qui pourraient enlever les 4 pattes à la fois d'un fret à vous geler le battu. Si je me sens d'humeur à fricoter avec le vent, c'est que je nous en allant à l'église marier Zélika. Comment c'est que vous trouvez ça, à cette heure, se marier en plein jour de Noël? C'est ce que j'ai jamais vu dans la paroisse de ma souvenance de jument. Ben ouais, notre pouliche va s'atteler avec Otto de la Veuve, son beau trotteux des États. C'est comme je disais à mon homme Joie le Vert, les anges de nos campagnes devant être fiers, ça va entonner plus qu'un gloria puis un hurrah dans la crèche des cochons verts de soir. Ça vous fait pas penser à vos escapades de jeunesse? C'est beau la jeunesse, hein? Quand j'étais jeune, j'avais moins mal au ranché qu'à cette heure. Si je me revoyais pouliche, il y a longtemps que j'aurais halé cette coriole à l'église. Ah ben, parlant d'église, nous voilà arrivés. Qui c'est qu'elle a dit? Ben, faut que je débatte mon monde puis que je me prépare à passer un escousse à geler les fesses avant que ce mariage de Noël se décide à regagner son berceau. Si les paroissiens trouvant que les sarments sont lents, assis dans le banc réchauffé, qui venaient en voir passer tout le service debout dans le pairie, à morer un petot, une borde de fer dans la gueule. Comme le sait toute personne de bonne condition, il est mal porté de parlementer avec une jument, surtout à Noël et devant l'église. C'était là, du moins, l'avis des citoyens du village de la Fourche des Deux-Rivières. Sans porter d'attention au hennissement plaintif de la bête mécontente, la mère Cochon Vert a aidé Zélika à descendre de la carriole avec les solennités requises. L'important, c'était de montrer la mariée sous un jour flatteur aux curieux du village, sortis en grand nombre par un froid à pierre fendre, dans le seul espoir de s'amuser à peu de frais. Plus important encore, c'était d'escorter Zélika au maître-autel et de l'abandonner là aux bons soins de son mari jusqu'à la fin des siècles, ainsi soit-il. L'infortunée mariée était trop souffrante pour se plaindre. Le fait qu'elle avait la couleur d'un bleuet attestait amplement de sa détresse. C'est à peine si la rigidité de son corset lui avait permis de respirer depuis que sa mère l'en avait tapissé, il y avait de cela quelques heures. De plus, elle avait l'impression d'être plongée dans une nuit totale à cause du pince-nez de la voisine que la mère lui avait accroché devant les yeux. Loin d'éclaircir les choses, ce lorgnon, que le froid avait recouvert d'une couche de glace blanche, l'empêchait même de voir l'escalier qu'elle avait devant elle. Butant le pied contre une marche, elle a dû se cramponner à la porte de l'église pour s'empêcher de tomber sur sa mère. Crucifiée contre la porte par le vent, le cou engoncé dans son art rouge miteux et le voile de mariée entortillé autour des genoux, Zélika évoquait plutôt la pitié du jour des morts que le bonheur du jour de Noël. N'en pouvant plus de jouer les demi-vierges pour ménager la vanité de sa mère, elle s'est laissée vaincre par le besoin qu'elle avait de mettre fin à cette mascarade en perdant connaissance. « Crée du saint bon Dieu !» de s'exclamer la mère Cochon Vert en balayant d'un geste large les paroissiens indiscrets qui se penchaient sur sa fille. « Faut que les forces du job travaillent contre moi aujourd'hui. Il n'y a pas Dieu moyen, faut la ramener. Ben voyons, dites quelque chose, faites quelque chose. Restez pas là, la gaule rouverte pis les bras ballants. Ben, you sais que j'ai la tête. Tcha, j'ai juste le remède. » Puis, ouvrant le sac qu'elle avait au bras, elle en a sorti une bouteille de rhum qu'elle était en train de vider à grand glou-glou dans la bouche de sa fille au moment où le curé et son vicaire venaient à passer. « Mais dites-moi, mon vicaire, quel est l'objet de ce charivari? »« Pour ça, oui. Un véritable charivari. Ce n'est pas correct. Pour ça, non. Ce ne serait pas celle que l'on nomme Madame Cochon Vert. C'est elle, je pense, du moins, je le crois. »« Ah, c'est vous, madame.
Nous aurions dû nous en douter. Cette fois, madame, vous allez trop loin, vraiment. Nous avons bonne envie d'en toucher un mot à Monseigneur notre évêque. Mais non, vous risqueriez l'excommunication ex cathedra. Vous méritez cependant une sévère réprimande. Quelle idée singulière, venir troubler la sérénité de notre auguste fête de Noël en promenant votre carnaval dans ces saints lieux et vêtu en mardi gras par-dessus le marché. Mais oui, venir déranger le divin enfant qui dort dans sa crèche, ce n'est pas correct. C'est bien vilain par-dessus le marché. Quelle idée singulière, faire un carnaval à mardi gras, vraiment. Qu'est-ce que vous dites là? Expliquez-vous. Vous voici en de bien mauvaises dispositions, madame. Quelle idée malséante, encourager votre fille à boire contre son gré sur les marches de notre église et la veille de son mariage. Il ne manquait plus que ça. Ce genre de scandale défie l'imagination la plus fertile. Mais donnez cette bouteille à notre vicaire au plus vite que la Providence ne vous châtie sur le champ de votre sacrilège. Mais oui, faites vite, passez-lui cette bouteille. Mais merci, madame. C'est moi qui m'occupe des bouteilles dans notre presbytère, vous savez. Notre bon curé me confie souvent des bouteilles vides que je jette à la rivière tous les soirs après ma prière. N'est-ce pas, monsieur le curé? Vous voulez sans doute que je fasse de celle-ci ce que je fais des autres. N'est-ce pas, monsieur le curé? Nous reparlerons de cela, monsieur le vicaire. Soyez-en assurés. Ce n'est pas le moment d'ennuyer nos paroissiens de vos bouteilles vides qui nous arrivent comme un cheveu sur la soupe. L'important, c'est de mettre fin à cette séance scandaleuse. Arrêtez-vous là. Excusez-moi le père, faut que je vous le dise une fois pour toutes. J'ai jamais compris grand-chose à vos bonjeuseries, puis aujourd'hui vous me parlez tout net. Quoi c'est que les bouteilles vides du vicaire venant faire dans le mariage de ma fille? C'est-il pas assez qu'elle s'aille creuser à terre sans que vous veniez passer des remarques le jour de ses noces? Quoi c'est que vous faites ici, vous, puis votre vicaire à bouteille? Êtes-vous pas supposé d'être dans l'église après de vous griller de chuck mode d'étole pour marier ma fille? Répondez-moi oui ou non, que je nous comprenions avant que je me chavire. Que non, madame, que non. Et même s'il nous incombait de marier votre fille à l'instant même, nous nous trouverions bien ennuyés de le faire, car ne la voilà-t-elle pas couchée ivre morte à vos pieds? Ah ça parle au job. Si j'étais pas une femme distinguée qui tient sa place, je vous dirais que c'est vous qui avez pris un coup de trop. Venir noircir la bonne réputation de ma fille. La paix, madame, la paix. Pax Domine sit semper vobiscum. Il semble y avoir un grave malentendu. J'ai pourtant chargé notre vicaire d'expliquer à votre mari qu'il nous est formellement défendu par Monseigneur notre évêque de bénir un mariage le jour de Noël. Vous avez bien rempli votre mission, n'est-ce pas, monsieur le vicaire? La tournure des événements venait de plonger notre vicaire dans le plus grand embarras. Le malheureux ne s'était jamais si bien vu entre le marteau et l'enclume. En répondant négativement à la question du curé, il serait sûrement condamné à prêcher toute une neuvaine au couvent des sœurs. Une réponse affirmative lui mériterait au moins une fracture du crâne, car la mère Cochon-Vert était bien capable de lui reprendre sa bouteille de rhum et de la lui casser sur la tête s'il lui donnait tort. Il fallait conduire cette affaire avec diplomatie. Un éclaircissement vaseux lui semblait tout indiquer. Oui, c'est ça. Je crois le lui avoir bien expliqué. Du moins, je pense l'avoir mentionné. Vous savez, je suis bien confus ces jours-ci. J'ai dû passer des moments très difficiles à confesser nos bonnes religieuses dernièrement. C'est toujours un peu troublant, rester des heures dans un confessionnal de couvent. Oui, c'est plutôt épuisant, vous savez, éreintant même. En effet, nos bonnes sœurs mettent beaucoup de conscience dans leur confession. Et maintenant, pour revenir à nos moutons, à nos brebis, quoi. Apprenez, madame, que le mariage de votre fille a lieu demain matin à 7 heures. Quoi c'est que vous m'apprenez là?
Cré du saint bon Dieu, si j'ai bien compris, ils sont partis d'un fret à Dieu miséricorde pour venir nous casser le nez à votre porte d'église? Ah ben ça parle au job. Baillez-moi ma bouteille de rhum que je m'en sacre un coup dans le corps pour m'arrêter de m'évanouir à mon tour. Y a-t-il Dieu moyen à cette heure qu'un juré de fiançailles assez innocent pour bailler un mandement aussi important à un vicaire à moitié chaviré? Un chariot de bouteilles vides qui perd son temps et sa mémoire d'un confessionnal de couvent. Me vouloir 2 fois plus mêlé qu'avant. Y a de ces jours, j'y ferai écouter une confession qui va y friser les orteils. Si jamais je peux gagner le logis pour sauter sur Ovid cochon vert puis réarranger le portrait à ma façon. Je vous en signe un papier. Une confession qui va y juger la mémoire pour un sacré bout de temps. Tiens, Zélika, t'as pris connaissance. Ben, je suis bénaise. Lève-toi puis va crier auto que j'allais en célébrer les noces avant que Monseigneur notre évêque vienne y mettre son formel hola. Vous êtes invités, tout le monde. Vous pourrez sauter tout votre sou parce que j'avons de quoi pour Noël, les noces puis Mardi Gras à la fois. Côte Jen, vous oublierez pas, cette heure. La sauterie commence sur les 7 heures. Ce jour ici, t'as-tu voulu se lever la gueule sur la butte? Ben, j'allons y changer les idées. Ça sera pas dit que la femme à cochon vert va se laisser marcher sur les pieds ad vitam aeternam. Avait-il voulu disparaître dans les bois pour éviter la dégelée qu'elle voulait lui administrer? Tant pis. Ce n'était que partie remise. Elle n'était pas du genre à s'arracher les cheveux en attendant de passer sa colère sur lui. Pour le moment, elle affichait un sourire emprunté, même s'il lui arrivait de serrer un poing à l'occasion. Comme elle avait tout fait de travers jusque-là, il lui semblait bien logique de tenir la soirée de noces de sa fille la veille de son mariage. Elle s'était promis que la soirée allait remporter le succès espéré. Sinon, elle irait porter plainte à Rome, dût-elle s'y rendre à pied. Et comme c'est elle qui avait tout préparé, qui avait trimé comme une négresse pendant 1 mois, c'est elle qui serait la reine de la fête, se disait-elle en pinçant les narines. Zélika, qui s'était débarrassée de son accoutrement de mariée dès qu'elle avait mis le pied dans la maison, paraissait toute soulagée dans sa robe d'indienne. Aidée de ses sœurs, elle était occupée dans la cuisine à servir les invités qui faisaient bombance comme en pays de cocagne. La mère n'avait lésiné sur rien. Il y avait une mer de vin de bête et de bière à la patate à boire et un repas gargantuesque à manger. La mère Cochon Vert se préparait à laisser son poste de portière. Tout le monde était arrivé, faisait-elle remarquer à l'oncle Valentin, qui venait d'entrer en renâclant. As-tu vu ça, Asteux? J'ai jamais vu tant de monde. La maison est pleine à craquer. Il y en a même assis sur des siots dans les coins puis sur la boîte à bois. Toi, Colbec fin, va vite te prendre un assiété de confiture aux groseilles vertes pis rouges. Valentin ne se l'est pas fait dire 2 fois, car la nourriture semblait disparaître comme dans un camp d'affamés. Tandis que la femme à Eustache à Octave ingurgitait délicatement une soupe de devant de porte, le juif errant dévorait son lard en trépignant devant le poêle. « J'ai jamais si bien mangé depuis l'enterrement de la mère du Turé, disait-il à Napoléon Goucroche. C'est un repas hors de l'ordinaire, bien mieux que le pique-nique du chemin du Ruisseau. » Napoléon Goucroche et sa famille se passaient de commentaires. Ils n'en avaient pas le temps, car ils tenaient mordicus à liquider leur marmite de poutine râpée avant le premier quadrille. Dans leur coin, les bœufs du fond broutaient pensivement ensemble leurs tétines de souris et leurs passe-pierres. Pour sa part, Tanas de la Graissette, tout fier de son bon coup de fourchette, rongeait dans un pâté à la viande de cochon en regardant les sœurs du curé becqueter un fricot au lapin qu'elles trouvaient trop salé. « Ces lapins ont un goût de bois, de faire la plus vieille. Ça a dû manger du mâche-couille. Ah ben, notre frère nous recommande de faire des sacrifices. Apparence qu'il y a des esclaves qui corvent de faim en Chine. » Puis, reprenant sa cuillère de dessert,
et ouvrant grand la bouche comme pour avaler la Chine tout entière, notre fine connaisseuse s'est envoyé une pâte grosse comme le poing dans le gosier avec l'indifférence d'une morue qui absorbe des bulles d'air. Juchés sur la boîte à bois, les frères Crotte de Poule croûtaient ensemble un pain fourré à la perdrix en dévorant des yeux les tartes à la mélasse et au sucre que Zélika venait de déposer dans le réchaud. « Prenez bien garde de mettre la pâte sur mes tartes parce que je vous enverrai vous expliquer à ma mère, » de menacer Zélika en pinçant la joue du docteur qui mangeait goulûment son assiette creuse de cosse de faillot dessalée avec ses doigts. Il y avait déjà un bon moment que la grand-mère Baïonnette s'était fourré le nez dans une poutine à sac qu'elle blâmait de manquer de bleuets. Puis, remontant prendre de l'air, elle s'est plainte au médecin de ses lunettes qui lui brouillaient la vue depuis un certain temps. « Tiens, vous voyez cette assiette-ci? Ben, ça m'a pris quelques minutes à me rendre compte qu'on m'a passé un sac pas de poutine à cette heure. Dans mon temps, on avait plus de respect pour une personne de mon âge. » Sans plus de façon, le médecin est parti laver les lunettes graisses et de bleuets de la vieille, puis il est revenu aussitôt les lui replacer devant les yeux. Toute contente de se voir le bout du nez orné d'une paire de lunettes propres, la vieille Baïonnette ne savait trop comment remercier le médecin de sa guérison. Cependant, cela ne l'a pas empêché de replonger le nez dans une poutine à trous, cette fois. « Vous êtes le doc des docteurs. Je vous regarde faire depuis que vous êtes petit Fabien. C'est comme je disais à mon homme l'autre jour. Quand que le docteur a eu son baccalauréat des arts, il était aussi savant qu'un homme qui a fini son cours classique à Sturware. Puis, croquant dans un pet de sœur particulièrement dur, elle s'est cassé une dent en avant qui est allée se loger dans sa gorge. Le médecin était en train de lui faire boire un coup de vin pour la ramener de ses étouffements, quand la mère Cochon Vert s'est précipitée sur la vieille pour remédier à la situation en lui administrant une grande tape dans le dos, si bien que le choc a envoyé la dent cassée, le dentier et les lunettes de la vieille se fracasser contre la patte du poêle. « Cré du saint bon Dieu, je suis fière de vous avoir sauvé la vie, » dit-elle à la malheureuse qui allait trépasser. « J'ai bonne main, vous savez, pour soulager les malaises. Zélika Piotto, voulez-vous atteler la jument puis aller mener la femme à Baïonnette chez eux? »« Astur, tracassez-vous pas la tête, » dit-elle à son hôte étourdi pour tout réparer. « Demain matin, Zélika passera chez vous en allant se marier pour vous bailler les palais puis les lunettes à ma défunte grand-mère qui sent d'un tiroir en haut à rien faire. » Puis, assoyant la malade sur les genoux du médecin pour parer à toute attaque d'apoplexie imminente, elle est partie répondre à la porte en enfonçant les talons dans le plancher. « Cré du saint bon Dieu, tu sais bien que ça. J'en espère pas d'autre. Tout le monde est là. »« Ah ben c'est vous, mon père, puis le vicaire. Tu sais qu'aurait dit. Il manquait plus rien que ça. Ben rentrez. Vous m'avez l'air aussi gelé qu'une paire de drosses de laine accrochée sur une ligne à harde en plein chœur d'hiver. Avez-vous mangé? Tenez, prenez un gobelet de rhum pour vous réchauffer la révérence, dit-elle en les installant à côté du poêle qu'elle avait l'intention de chauffer à blanc dans l'espoir que cet avant-goût de l'enfer hâterait leur départ. « Tenez, mangez ça! Une tarte à la mélasse pour vous, monsieur le curé, puis une tarte au sucre pour vous, le vicaire. Tu sais ce qui c'est? Ça vous adoucira peut-être le sarment de dimanche qui vient. » « C'est nous faire trop de générosité, dit maître le curé, que la chaleur du poêle commençait déjà à incommoder. Nous étions venus présenter nos hommages, monsieur le vicaire et moi. Nous ne nous attendions pas à l'honneur de casser la croûte chez vous. »« Bien oui, ajoutait le vicaire, c'est bien correct de votre part, casser la croûte de tarte, n'est-ce pas, monsieur le curé? Vous avez de ces jeux de mots qui font plaisir au monde. N'est-ce pas, madame, que notre bon curé fait rire toute la paroisse? »« C'est vous qui l'avez dit, » répondit-elle en mettant une brassée de bois franc dans le poêle. « À cette heure, servez-vous tout le rhum que vous trouverez, puis prenez garde que mes invités vous dansent sur les pieds. » Puis elle est partie se mêler aux danseurs qui venaient de former un cercle ébréché dans le but de se saluer.
La femme à Eustache à Octave, qui avait oublié ses maladies pour l'occasion, avait remplacé la famille Crotte de Poule sur la boîte à bois. Se reposant le menton sur un violon grinçant dont elle tirait un tourbillon de double croche pour prouver au fêtard qu'elle avait encore de la résine sur son archet, elle accompagnait son morceau de prédilection, le ril du pendu, de sa jambe croisée qu'elle agitait quart et à contre-mesure sous sa robe bariolée rouge et vert. Les danseurs se laissaient emporter par la fougue de la violonneuse. On trottait, on galopait, petit galop, grand galop. Les uns se cognaient la tête contre celle des autres en se faisant des saluts qui partaient de la hanche. On tournait sur une patte et sur l'autre à s'en donner des vertiges. Après s'être rincé la gorge d'une demi-cruche de vin, l'oncle Valentin n'a plus eu peur de la grosse Rosalie avec qui il faisait la toupie en se mordant la langue. Tout se passait comme s'il allait vriller un trou dans le plancher et défoncer dans la cave, mais il en a été empêché par ses boutons de bretelles qui sont partis au vent, le laissant perplexe et en pente-chemise, les pieds emprisonnés dans son pantalon descendu. « Crée du saint bon Dieu Valentin !» de se crier la mère Cochon Vert. « Cette idée de baisser tes culottes puis de te montrer le derrière à cette pour bailler à petit velours aux veuves. T'as pas honte à ton âge? » Notre violonneuse a jugé le moment opportun de demander au juif errant de l'aider à descendre de son perchoir. Elle laissait la relève à Napoléon Coucroche qui a sauté sur l'occasion pour turluter une toune à plein gosier. Pendant que celui-ci se branlait la luette de tout son être, la femme à Eustache a décidé d'instruire le médecin du village de sa technique musicale à elle entre quelques lampées de bière. « Y en a qu'à prenant le violon des sœurs, » qu'elle lui dit en faisant une grimace. « Ça vous joue une musique qui manque de chien. C'est une musique qui a besoin d'un coup de pied au derrière, si vous me comprenez bien. Ça a besoin de poivre rouge sous la queue. » Puis, se renversant un verre sur le ventre, elle a ajouté sans faire cas de son accident. « Moi, j'ai pas étudié avec les sœurs, par chance. J'ai tout appris tout seul dans les livres. Ça fait que si ma musique vous baille le goût de danser, c'est que moi, je joue rien que je suis flat. C'est ça mon secret, rien que je suis les flat. » Le docteur a observé qu'en effet, elle savait bien médeciner la musique. « Ben, je suis bien fier de vous l'entendre dire, » répondit-elle en laissant échapper son verre. « Vous savez, quand je parle de ma musique, là, ben, c'est pas tout le monde de la paroisse qui me comprend du premier coup. » Puis, reprenant son archet résiné, elle est partie en zigzag remplacer Napoléon Coucroche qui venait de s'égosiller. La soirée tirait à sa fin et le vicaire commençait à se lasser des ronflements du curé qui dormait à côté du poêle depuis plus d'une heure. Enhardi par les quelques coups de rhum qu'il s'était offerts, notre jeune prêtre avait le goût de se mêler plus intimement à la fête. Cependant, personne ne semblait vouloir l'y encourager. Après avoir passé un bon quart d'heure à sasser et à ressasser son affaire, il a jugé qu'il ne lui restait plus qu'à s'inventer son propre divertissement. Levant bien haut la soutane, il a commencé à pirouetter sur un talon en ramant bien fort de sa jambe libre. L'effet était d'autant plus réjouissant qu'il avait les deux jambes aussi arquées que le plus fier des cow-boys du Far West. L'étrangeté du spectacle a vite fait de figer tout le monde sur place. L'oncle Valentin, qui tenait bien fort son pantalon des deux mains, a crié au médecin que le vicaire avait les jambes en cercle de corps, ce qui a poussé son interlocuteur à observer qu'en effet, l'apprenti curé urinait entre parenthèses. La mère Cochon Vert allait demander si cela voulait dire que le vicaire se pissait sur les pieds, quand le curé, enfin sorti de son sommeil par l'absence de bruit, a prié qu'on lui serve encore du rhum. Mais apercevant son vicaire qui faisait le chien savant devant lui, il s'est vite ravisé et a demandé qu'on apporte plutôt leur paletot. « Nous avons savouré une à une les secondes passées parmi vous, » assura-t-il à la maîtresse de maison, après avoir bâillé à se décrocher la mâchoire. « Cependant, il nous faut rentrer car nous avons dépassé l'heure du coucher. » Puis, sortant un grand mouchoir, il a commencé à éponger les flaques de sueur qu'il avait au front. « Et oui, » renchérit le vicaire que la mère poussait vers la porte, « c'était bien correct. Nous avons apprécié une à une toutes les gouttes de cette soirée.
Il faudrait en faire plus souvent. Nous y viendrions pour vous faire plaisir, madame, n'est-ce pas, monsieur le curé? Je crois que cela vous suffira pour l'instant, de répondre le curé qui secouait les plis de sa soutane brûlée en fermant derrière lui la porte. Ben, à cette heure que le gros morceau de la veillée vient de s'en aller, dit la maîtresse de maison avec un soupir, je crois bien qu'il nous reste plus rien qu'à aller nous éparer dans nos lits si je voulons marier Zélika demain matin. Je sais pas où c'est qu'elle a décidé de passer la nuit. Elle a été mettre la vieille baïonnette au lit, elle est pas revenue. Puis, accrochant Napoléon Coucroche par le flottant du veston, elle lui a planté un bec trempe sur la joue en disant « Crée du saint bon Dieu Napoléon, y en a pas comme toi. As-tu remarqué, là, quand tu turlutais des tunes, c'était assez beau que tous ceux-là qui dansiant pas broyant. »